Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois une rencontre avec Baudouin de Charneux. Professeur Baudouin de Charneux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes actuellement maître de recherche du FNRS et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également membre de l'Académie royale de Belgique et membre également associé de l'Académie d'Athènes. Et vos domaines de prédilection sont la philosophie et l'histoire des religions. Voilà, c'est une belle carte de visite, je pense qu'on peut le dire. Et ma première question, c'est comment est-ce que vous voyez le monde des religions aujourd'hui ? Mais écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça semble en pleine mutation, parce que il y a encore 2 décennies, au fond, on avait un peu l'impression qu'on sonnait le glas pour l'ensemble des religions et qu'on allait évoluer vers un monde où le religieux serait très diffus. Et puis depuis maintenant assez peu de temps, mais ça se radicalise au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un retour en force de courants religieux fondamentalistes ou bien vraiment soucieux des racines et de l'essence de la personne revisitée par leur propre tradition, que souvent elles reconstruisent d'ailleurs, ce qui ne va pas sans inquiéter. Quelles sont les inquiétudes que vous voyez, vous, de votre point de vue de philosophe ? Mais je pense qu'on observe un retour vers la religion comprise dans le sens d'une régression dans le rapport à l'autre. Hein. On est un peu dans une société où l'identité, les racines, l'origine obsèdent les personnes au détriment de ce qui les rassemble. Alors moi, à titre personnel et comme philosophe, je dirais, je trouve ça bien que quelqu'un sache d'où il parle, pour reprendre des phrases entendues en 68, ou bien que quelqu'un ait une identité et se réclame de cette identité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pourquoi pas. Je suis prêt à entendre ça, dialoguer avec la personne là-dessus, à condition qu'au départ, tout de même, notre communauté d'humains soit respectée et soit première par rapport à la déclinaison des identités. C'est même un peu paradoxal qu'à une époque où nous découvrons que nous avons un patrimoine génétique commun avec les êtres vivants les plus incroyables, des mollusques, que sais-je encore, nous soyons incapables, entre humains partageant finalement la même corporéité et apparemment tout de même la même texture cérébrale, nous soyons incapables de reconnaître en l'autre un humain, tout simplement, avec le respect qu'on doit à son semblable. Moi, ça me frappe aujourd'hui, et je pense que c'est une dérive considérable. C'est quelque part un refus de l'altérité. L'impression que ça donne, en tout cas, c'est que l'autre n'est plus respectable s'il ne me ressemble pas. Et je ne crois pas personnellement que ce soit le cas. Alors c'est peut-être mon problème à moi, quand je me regarde dans la glace, c'est possible. Mais en tout cas, il me semble que ça affecte beaucoup d'autres êtres humains et que l'autre est respectable en soi, parce qu'il est l'autre. Il a une dignité, il a probablement des valeurs, il a probablement quelque chose à me dire, mais encore faut-il qu'il le veuille, et encore faut-il que je l'écoute. Alors je trouve que ces rencontres sont systématiquement manquées, et il semblerait que la pensée ne soit plus relevante que dans la mesure où elle provient d'une personne qui partage les mêmes opinions que moi-même. Et moi, en tant que philosophe, je pense juste l'opposé. Parce que quand je rencontre quelqu'un qui ne partage pas du tout mes opinions, il me donne à penser précisément. Il me stimule à essayer de voir les choses différemment. Alors, mon opinion est que globalement, ça conduit à une forme d'appauvrissement. Cet appauvrissement-là, est-ce qu'il explique aujourd'hui aussi certains courants politiques que l'on voit émerger ou certaines personnes qui vont être élues au grand étonnement d'autres ? La politique, surtout dans un contexte démocratique, c'est quand même un art de diviser les personnes. Autrement, il n'y aurait pas plusieurs candidats aux élections. Si vous vous présentez demain pour être élu sur une liste quelconque, si je dois voter pour vous, je dois quand même savoir ce que vous pensez. Vous allez essayer de vous démarquer par rapport aux hommes, aux femmes qui vous entourent. Et vous allez tenter de montrer que vous avez une certaine différence par rapport à eux. Et que si je vote pour vous, eh bien, d'aventure, les choses iront mieux. Pour moi, en tout cas. Ça, c'est le principe. Mais au terme de ce processus de division qui est relativement salutaire, puisque
je pense que la démocratie quand même a fait ses preuves à cet endroit, alors après il doit y avoir nécessairement un processus de rassemblement des personnes. On le voit très bien quand, du moins dans les grandes nations, des personnages sont élus. Une fois qu'ils prennent la parole, logiquement, ils disent « bon, maintenant, je suis le président de l'ensemble de la nation et pas uniquement de la petite faction qui m'a élu ». Ce n'est plus aussi clair aujourd'hui. Moi, j'ai été frappé quand même lors de l'élection du président Trump. Je n'ai pas eu l'impression, je ne suis peut-être pas le meilleur observateur en matière politique, mais je n'ai pas eu l'impression que ces discours s'adressaient à l'ensemble de la nation américaine après. Je pense qu'il a continué à être extrêmement clivant, par exemple. C'est très curieux. Et pour moi, c'est aussi de nouveau un appauvrissement, voire une façon de biaiser le processus démocratique. Donc les phases de dissémination, de fragmentation, ça, on ne cesse d'y assister. La Belgique étant un peu une championne dans la matière. Hein, bon, on finira par avoir des responsables qui parlent au niveau de l'unité du pays, mais qui ne s'adressent qu'à des petites niches de citoyens. Ce n'est pas du tout normal. Dans les grandes nations, d'habitude, il y avait cette volonté de rassembler. Moi, je ne la sens plus comme par le passé. Et je trouve ça très préjudiciable, parce que comment peut-on faire alors une communauté d'êtres humains avec des ambitions communes, des idées communes, une façon de vouloir aller de l'avant, ensemble, sans pour autant nier que nous avons des différences. Donc oui, je pense qu'il y a un enjeu très important là demain. Oui. Cet appauvrissement-là, est-ce qu'il peut expliquer aujourd'hui une forme de recrudescence des fondamentalismes aussi ? Certainement. Ce que je dénonçais tout à l'heure en disant « si l'autre ne me ressemble pas, il n'est pas digne de mon attention », c'est typiquement, à mon avis, ce qui conduit les fondamentalismes à la ruine. Parce que la plupart du temps, ce à quoi nous assistons, l'islam évidemment est un bel exemple aujourd'hui, mais il y a d'autres traditions, il n'y a pas si longtemps ou encore aujourd'hui dont on parle moins, c'est quoi ? Ce sont des groupes au sein d'une même tradition qui s'entredéchirent et qui s'entretuent. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est un ensemble de guerres civiles dans un ensemble de pays où les musulmans sont majoritaires, sociologiquement parlant. Ce sont des guerres civiles qui s'exportent partiellement en dehors des limites des pays concernés. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave, parce que plus on va fragmenter, plus on va aller vers ce type de conflit. Et de votre point de vue à vous, en tant que spécialiste du monde des religions, en tant que philosophe, quel serait le rôle positif que l'on peut attribuer aux religions ? J'aurais peut-être un côté un peu ULB, sceptique ou ironique, donc vous me pardonnerez. Moi, je considère toujours que les religions peuvent être porteuses de quelque chose de, parfois même de lumineux, à condition qu'elles soient minoritaires. Quand elles deviennent majoritaires, elles sont insupportables. Parce qu'elles ont un projet holistique par rapport à la société, et elles dérivent toujours vers un manque de respect pour les minorités. Donc c'est tout à fait étonnant cela, mais une fois que les religions deviennent dominantes dans un espace donné, cette volonté totalisante, cette volonté d'emprise sur le champ des consciences, cette difficulté d'intégrer la pensée critique, par exemple simplement le droit de changer de conviction et d'opinion religieuse, fait que malheureusement les valeurs qu'elles portent alors sont oblitérées. Est-ce que cette réalité-là, on pourrait la vivre aussi si les religions devenaient toutes minoritaires et qu'il y ait un courant laïque deviendrait majoritaire? Est-ce qu'on risquerait d'avoir le même danger? Ça dépend de quelle laïcité on parle. Alors, il me semble, à titre personnel, qu'installer un principe de laïcité au centre des États modernes, c'est quelque chose de positif dans la mesure où cette laïcité laisse une autonomie et une place à la diversité des convictions religieuses notamment. À partir de là, la laïcité est la garante d'une certaine équité entre les différentes factions et donc la garante aussi du fait que la société n'éclate pas parfois de façon hyper violente. Donc là, je pense que ça peut être positif. Si la laïcité devient évidemment une bannière politique, excluante donc par rapport aux autres traditions, le problème est reporté alors sur la laïcité également. Donc je pense que ce dont il est question quand on parle de religion par rapport aux citoyens, c'est ce médium que nous avons introduit après la Révolution française, qui a été la religion, le citoyen peut la vivre
pour lui-même sur le plan de sa conscience. Il a même une certaine liberté d'association qui lui permet éventuellement de communiquer, de revendiquer par rapport à sa propre tradition. Mais en même temps, il appartient à un État qui, lui, ne donne pas les grandes directives religieuses collectives, donc crée le lieu d'union entre les citoyens ailleurs qu'autour des valeurs religieuses. Ça me semble assez sain et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dialoguer de façon non tendue et même amicale. Donc c'est un projet qui, à mon avis, n'a pas pris une ride. Mais bien sûr, là où la laïcité n'est pas parvenue à s'installer au cœur du rassemblement de l'ensemble des citoyens dans une région donnée, un pays donné, alors bien sûr, elle peut devenir parfois assez clivante. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, justement peut-être pour aborder cette fois-ci la question de la pilarisation de notre société en Belgique. Très souvent, on dénonce un petit peu notre société belge comme une société fortement pilarisée, alors le nord, le sud, mais également au niveau des courants philosophiques, etc. Comment pensez-vous qu'il sera un jour possible de dépasser cette pilarisation où tout d'un coup, dès qu'il y a des mouvements se font, etc., on hausse le ton, on dit attention, on est nouveau face à une guerre des religions, une guerre des écoles, pour reprendre ce qu'on a entendu récemment. Oui. Le problème est politique. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique pour que ce dépassement ait lieu, je vois mal comment le citoyen lambda puisse aller dans ce sens-là, personnellement. La pilarisation a permis quand même à la Belgique, longtemps, de rester un pays où les tensions, où les oppositions étaient fort peu violentes. Les Belges ne s'entretuent pas dans les rues, et c'est heureux, au nom du religieux ou au nom de valeurs philosophiques, ou d'anti-valeurs philosophiques dans ce cas-là. Donc, elle a eu ses vertus. Dans un espace maintenant qui devient tout à fait différent, ne fût-ce que par notre intégration dans l'espace européen, les enjeux sont ailleurs. Et c'est vrai que j'ai un peu la sensation que la mesure n'a pas été prise de ces changements sur le plan des décideurs. Et c'est vrai que récemment encore on en a parlé. Alors moi, comme membre de la communauté de l'ULB, je m'exprime ici en mon nom propre, pas du tout au nom de l'ULB, mais je suis très inquiet de voir en effet que des rassemblements universitaires se font aujourd'hui sur base d'opinions finalement confessionnelles. Je pense que c'est inquiétant, ça va conduire à des surenchères, et ce n'est certainement pas comme ça qu'on va dessiner les contours de l'université ou des grandes écoles de demain. Ce qu'on a besoin, j'en parlais tout à l'heure, c'est de rassembler l'ensemble des personnes autour de valeurs communes. Ces valeurs communes, je pense qu'elles sont davantage du côté de l'humanisme que du côté de valeurs religieuses spécifiques. Et il me semble que des institutions qui se rassemblent sur base de valeurs religieuses commettent une grave erreur dans le paysage belge contemporain. Ça, c'est mon opinion. Alors justement, comment dépasser cette pilarisation, d'après vous ? La plupart du temps, les personnes ont peur. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est dépasser sa peur. Cette peur se décline de façon diverse. Peur de l'autre, mais souvent la peur de l'autre reflète une peur par rapport à soi-même. C'est-à-dire, finalement, parce qu'on a des valeurs mal assurées en soi, on a peur de l'autre. Donc moi, je crois que si on est bien campé par rapport à ses valeurs propres, si on voit bien là où on veut aller et quel est le plus petit commun dénominateur qui permet de rassembler, alors il n'y a aucune raison d'être dans la peur et on peut aller de l'avant. Il y a un moment, il faut un peu faire confiance à l'autre si on veut dépasser les clivages. Mais malheureusement, ce type de comportement n'est que le propre d'individus d'exception. Aujourd'hui, évidemment, on a tendance à hypostasier le général de Gaulle. Bon, il avait ses défauts comme tout grand homme, mais en tout cas, il a une qualité énorme au-delà de cette résistance face à l'Allemagne nazie. C'est après la guerre d'être le premier à tendre la main aux Allemands.
alors que la France venait de subir quand même 3 guerres dévastatrices en un laps de temps très court au niveau de l'histoire. Il l'a fait. Et d'un certain point de vue, il a réussi, puisqu'aujourd'hui, nous arrivons à avoir une vie relativement paisible, du moins en Europe occidentale, et notamment avec des Allemands qui sont nos partenaires à tout point de vue. Donc je pense que c'est possible de dépasser ce réflexe de pilarisation, mais ça nécessite à un moment donné de faire confiance, et il faut que de part et d'autre, des signaux soient émis pour pouvoir aller vers un objectif commun. Aujourd'hui, ça fait cruellement défaut. Peut-être une question un peu, comment vais-je dire, peut-être osée, si je puis me permettre. On a souvent considéré que l'Église était composée de gens qui étaient parfois intolérants, etc. Mais la question est peut-être impertinente, mais est-ce que l'intolérance n'a pas changé de camp aujourd'hui ? L'intolérance, premièrement, je pense qu'elle se niche dans tout être humain. Spontanément, je ne pense pas que l'être humain soit un être bon, optimiste, allant vers l'autre, refusant les discriminations, etc. Tout ça fait partie d'un apprentissage, d'une éducation. Donc l'intolérance, elle est déjà entre nous, là, maintenant, ici. C'est la première étape, ça fait partie du fond de l'humain en tant que tel. Que l'intolérance change de camp, ça peut arriver, oui. Mais je vois pourquoi les catholiques auraient le monopole. Je veux dire, bon, c'est parce que souvent on fait l'histoire de l'Europe occidentale et le catholicisme, bien sûr, a joué un certain rôle et on est héritier de la Renaissance, des Lumières. Et nous imaginons volontiers l'émancipation de l'homme en Occident comme en rupture avec ce qui était la religion dominante, c'est-à-dire le catholicisme pour beaucoup de pays. Mais la tolérance, elle se niche partout. Et donc vous pouvez trouver aussi bien des athées, des agnostiques, mais aussi des gens d'autres traditions religieuses, quant à elles, qui sont d'une intolérance crasse. L'intolérance qui peut conduire évidemment au fanatisme, de nouveau, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des moyens qui nous permettraient d'éviter cela, de dépasser ces fanatismes pour pouvoir véritablement partir à la rencontre de l'autre sans crainte, sans peur et sans préjugés? Mais le seul moyen véritable, c'est l'éducation. Donc, et l'éducation, son rythme est à l'échelle d'une génération. C'est donc un rythme qui ne coïncide pas du tout avec le calendrier politique. Donc il y a déjà une grande difficulté. Donc je pense que la première étape, c'est véritablement du volontarisme au niveau de l'éducation. Il y a des choses qui pourraient être faites, notamment dans nos établissements d'enseignement supérieur, pour prendre un endroit où j'ai peut-être quelques lumières. Je suis par exemple étonné qu'il n'y ait pas de grands cours transversaux sur les religions et les convictions pour nos étudiants dans les premières années de leur formation. C'est un petit peu comme si aborder la question des religions est quelque chose qu'on pourrait faire entre spécialistes très tardivement. Mais en fait, il faut apprendre à décoder cela comme on apprend à décoder d'autres registres de la connaissance. Et il me semble que déjà là, on aurait des choses assez concrètes à faire qui ne nécessiteraient pas de grands moyens, simplement affecter les ressources autrement. Dans l'enseignement secondaire, des essais sont tentés actuellement. C'est difficile de tirer les conclusions de ce qui est en train de se mettre en place avant même que ce soit en place. Donc on va bien voir. Mais il me semble que dans un monde qui s'est fortement métissé, qui est multiculturel, où par définition je vais rencontrer des personnes à tout moment qui ont des tendances philosophiques, religieuses, spirituelles, des inclinaisons aussi, des appétences différentes des miennes. Vous vous promenez aujourd'hui sur un campus dans nos universités, vous allez entendre le nombre de langues que vous entendez en marchant 100 mètres. C'est extraordinaire. Donc le monde est en train de changer. Je crois que si on veut donner une chance à ce monde-là de se développer, on doit aussi donner une chance aux personnes qui sont dans ce monde, aux futurs acteurs, de comprendre la diversité de ce monde. Et là, on est devant une difficulté majeure. Parce que ça nécessite un certain esprit de finesse, ça nécessite d'être capable de voir où sont des problématiques, ça nécessite d'être capable de comprendre la complexité. Et tout notre système d'enseignement a très peur de ces mots et tente d'aller davantage vers la simplification.
on ne s'en tirera pas avec quelques slogans et quelques niches marketing qu'on va plus ou moins exploiter pour dire aux gens d'être gentils, c'est impossible. La compréhension par rapport à l'autre en passe par une certaine compréhension de la complexité de l'autre. Et c'est sûr que les philosophes ont leur mot à dire, mais aussi anthropologues, sociologues, philologues et autres, en la matière, et on est quand même assez loin du compte. Donc, moi, je ne vois pas d'autre endroit que l'éducation. Autre drame, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne est éduquée, érudite, et qu'on lui concède une intelligence peut-être que d'autres n'ont pas, que cette personne est honnête. Et donc, si l'éducation seule émancipait, on le saurait. On n'a pas manqué dans l'histoire de gens extrêmement brillants sur le plan intellectuel, mais qu'il faut bien le dire, sur le plan moral, étaient très discutables. Alors là aussi, il y a un autre pas supplémentaire à franchir, c'est que ça ne va pas s'opérer par un coup de baguette magique, et il faudra du temps, beaucoup de temps. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, je ne suis pas optimiste du tout. Je pense que maintenant, panser les plaies, passer au-delà des conflits, ce n'est pas une affaire de quelques années. On est parti pour au moins une génération, C'est très inquiétant à la vitesse où va le monde. Donc il me semble que nous devons vraiment nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'humain, la formation de l'humain. C'est là que ça va se jouer demain. Et il me semble que notre Europe, fort élargie aujourd'hui, a encore en main les outils qui lui permettraient de réaliser ce projet de formation des personnes. Nous sommes encore, si on peut dire, en état de marche du point de vue de nos systèmes d'enseignement pour le faire. Mais de nouveau, il faut le vouloir. Justement, c'est peut-être la raison de ce livre que vous venez d'écrire avec Éric de Beuquelaar, donc l'urgence humaniste, plaidoyer pour une renaissance. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité, avec Éric de Beuquelaar, écrire ce livre ? Mais c'est un petit peu la même chose que le fruit de notre discussion maintenant. C'est en discutant un peu à bateau rompu sur le positif et le négatif de nos sociétés qu'on est arrivé à l'idée que une renaissance devrait avoir lieu maintenant. Donc on a tout pour réussir ce projet. Cette renaissance, bien sûr, si on compare avec le XVIe siècle, c'était essentiellement la redécouverte de textes anciens issus massivement de la tradition grecque, mais aussi, il faut le rappeler, dont certains d'entre eux avaient déjà pénétré l'Europe occidentale par le truchement des Syriaques et des Arabes avant. C'est ce double mouvement qui, en quelques siècles, a conduit à une autre façon de concevoir la civilisation, et je l'entends ici dans le sens, le rapport à l'autre, le rapport à l'humain en soi. Avec des dérives aussi. Parce que dès lors, si on n'était pas l'homme européen, qu'est-ce qu'on était ? Je pense qu'aujourd'hui, on ne fera pas l'économie de revisiter nos origines. Ça en repassera par la lecture et la lecture armée, la lecture critique de ce qui a fondé nos identités multiples en Europe. Mais on ne fera pas l'économie d'une réflexion en profondeur avec l'islam, voire même, en ce qui concerne notamment la relation au corps, d'une relecture, une réappropriation de ce que les pensées orientales nous ont amené ces dernières décennies. Donc je pense que on va devoir aller vers une réflexion élargie sur le plan philosophique. Uniquement philosophique ou vous pensez aussi théologique ? Au sens où, quelque part, est-ce qu'on va aussi revoir comment ces dimensions-là vont être comprises dans les différentes religions du monde ? Par exemple, le rapport au corps, par rapport à l'hindouisme, par rapport au bouddhisme, etc. Le théologique n'échappera certainement pas à cette relecture, mais le théologique, en fait, travaille de cette manière depuis assez longtemps, pour une série de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, mais que vous connaissez très bien, et qui sont liées à l'expansion des religions, notamment du christianisme, en dehors du cadre où il avait ses assises fortes au Moyen-Âge. Donc je pense que le théologique le fait. Mais la question est de savoir, est-ce bien par le théologique qu'il faut commencer ? Alors, à titre personnel, je ne le pense pas, parce que pour moi, un théologien, c'est quelqu'un qui développe un discours qui peut être extrêmement critique, mais sur base d'une idée assez claire qu'il a au départ,
d'une relation de proximité avec une divinité. Donc au moins il a répondu à cette question-là. Je pense qu'on ne peut pas être un théologien chrétien si à un moment donné on n'a pas dit au départ « je crois que le Christ est le Fils de Dieu et que… » Et alors un ensemble de choses se déclinent et le théologien là apporte une série de nuances, mais en tout cas il installe, je peux un peu jargonner l'espace d'un moment entre nous, il installe une christologie au cœur de son raisonnement. Et là la réponse c'est un oui au départ. Le philosophe ne rentre pas là-dedans, le philosophe il garde le doute. Et il me semble que comme l'enjeu est de penser davantage au cosmopolitisme, partir du philosophique est une meilleure méthode. Parce qu'au moins, ça permettra de rassembler des tendances très différentes, ne pas s'embarrasser de questions décisives sur la foi des uns et des autres, mais de partir de ce qui nous rassemble de toute évidence, c'est-à-dire une humanité partagée. Mais cette humanité partagée, elle peut partir effectivement du point de vue du philosophe, qui partira alors à la rencontre d'une humanité partagée de gens qui auront certaines croyances. Ah oui, je pense que oui. Pourquoi un philosophe ne peut-il pas aller à la rencontre d'un penseur musulman qui lui dit « mais moi, je ne peux pas imaginer mon humanité sans ma relation à Dieu ». Pourquoi ne pourrait-il pas aller à la rencontre d'un penseur bouddhiste qui postule finalement une certaine métaphysique commune entre les êtres humains qui serait à la base et au fondement du devenir des êtres et même des choses? Je ne vois pas. C'est tout à fait possible de décliner de façon très différente cette notion d'homme, mais à condition d'accepter que celui qui est en face de moi est un humain. Justement, dans votre livre, dans cet humain, il y a un chapitre qui est un peu étonnant parce qu'on dit que l'homme est un animal qui est également tenté par sa déshumanisation. Qu'est-ce que vous entendiez par là quand vous disiez ça? Je pense que l'être humain a une certaine propension à nier l'humanité de l'autre, à déshumaniser l'autre, de façon à se débarrasser du poids que ça pourrait représenter sur le plan moral. C'est une des techniques classiques d'ailleurs, on le sait en temps de guerre notamment. Hein. Tout d'un coup, l'ennemi n'a plus de visage, l'ennemi n'est plus un humain, et donc dès lors, je peux en disposer comme je le souhaite. Mais c'est vrai aussi sur le plan des idées, quelquefois, hein, une tentative de déshumaniser l'autre pour avoir les coudées franches en fonction des intérêts personnels des uns et des autres. Donc, c'est un débat très difficile. Hein. On pourrait aller plus avant là-dessus, mais concéder l'humanité par principe à l'autre, ceux qui nous écoutent maintenant vont dire, évidemment, bien sûr, oui, nous le faisons, nous croyons le faire, mais ce n'est pas si évident. Et parfois, il faut reconnaître que dans certains cas limites, c'est une concession, rien d'autre. Eh bien, ce sera l'occasion de vous réinviter pour un autre magazine, puisque nous arrivons déjà au terme de celui-ci. Merci, professeur Baudouin de Charneux. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez la revoir, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. L'invité